Bien, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui au dernier Mama Shelter qui vient d'ouvrir dans Paris. Il a ouvert à la porte de Versailles. Un endroit étonnant d'ailleurs parce qu'il se trouve presque au bord du parc des expositions. Il est au bord du parc des expositions avec une très belle façade et un rooftop sur lequel je suis, qui surplombe Paris. C'est très joli. Donc c'est un hôtel bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout un restaurant, un bar, un rooftop. Bref, c'est un endroit plutôt sympathique. Alors, on va attendre un peu que tout le monde arrive, mais avant de commencer ce live sur les grandes tendances mondiales, je voulais vous montrer ceci, qu'on voit de plus en plus partout. Il n'y a plus de cartes, il n'y a plus rien, il y a juste ça qui est posé sur les tables. Et sur la table, on vous dit, place ton téléphone dessus et tu as directement dans ton navigateur la carte. Alors je peux évidemment pas vous montrer parce que j'utilise mon téléphone pour vous parler, mais je crois qu'on est en train de vivre en post-Covid la disparition totale des cartes. Ça va coûter moins cher, ça sera plus hygiénique, ça sera peut-être plus écolo. En tout cas, ça fait une bonne dizaine de jours que je vois ça, aussi bien à Paris qu'en province. Je n'ai pas encore été à l'international, mais ça a l'air de plaire aux clients d'avoir sa carte sur un objet personnel qu'est le téléphone. Donc voilà, je vous remontre le truc, en plus aux couleurs de Mama avec leur nom. C'est pas vraiment un QR code, parce qu'un QR code, il faut l'appli. Là, il faut aucune appli. Vous prenez votre appareil photo et vous avez la carte directement sur votre téléphone. Bon, on va y aller. Aujourd'hui, on est là pour parler des grandes tendances mondiales. Des tendances mondiales qui devraient nous inspirer si vous avez des concepts à créer. Un concept à créer, parce que des concepts à créer, ça ferait bien, mais pourquoi pas. Ou si vous avez un repositionnement à faire. Et aujourd'hui, chez Zira, nous avons décelé 10 grandes tendances, alors qui ne sont pas franco-françaises, elles ne sont pas européennes, elles sont mondiales. C'est 10 axes conceptuels qu'on note très porteurs, qui se développent de plus en plus et qui sont vraiment synonymes de restauration qui plaît de plus en plus aux consommateurs. Alors on va y aller. La première de ces grandes tendances, c'est ce qu'on a appelé de la bistronomie décodifiée, décontractée. C'est quoi de la bistronomie? C'est de la gastronomie qui est décodifiée et décontractée. Et comment ces jeunes chefs décodifient et décontractent? Ils ouvrent des établissements plutôt petits pour avoir une réelle, sincère proximité avec le client. Ils ont, alors je dis à chaque fois des cuisines ouvertes, non, c'est même pas que les cuisines sont ouvertes, c'est qu'on se demande chez certains si on ne mange pas dans la cuisine ou s'ils ne font pas la cuisine dans la salle, au grand bonheur du consommateur qui a toujours voulu être au plus près du produit. Alors ils virent les nappes, bien entendu, ça ils l'ont fait depuis longtemps. La vaisselle est dépareillée, les cartes sont hyper courtes, sur une feuille 21-29-7, sur une planche de bois avec une pince, et la rotation, elle n'est pas hebdomadaire, elle n'est pas saisonnière, elle est journalière, c'est-à-dire que le lendemain, les 3 entrées, les 3 plats ou les 3 desserts ou les 4-4-4 disparaissent au profit de nouvelles entrées, nouveaux plats, nouveaux desserts. Il y a de plus en plus d'établissements comme ceux-là qui se développent, qui font des chiffres d'affaires incroyables malgré leur petitesse, avec des tickets moyens quand même relativement hauts, un peu plus bas que les étoiles et Michelin, mais relativement hauts tout de même. Et alors, là où ils vont beaucoup plus loin, c'est que le service est totalement décodifié. Moi, j'ai jamais su si on sert à droite, si on dessert à gauche d'ailleurs. Normal, j'ai pas fait d'école hôtelière. Mais je crois que les clients aujourd'hui, ils ne s'arrêtent plus à ça. Et d'ailleurs, dans la bistronomie, ils ne s'en occupent pas du tout. La prise de commande, on peut se demander pourquoi il y a une carte. Parce que le preneur ou la preneuse de commande arrive et vous vend pratiquement ce qu'elle a envie de vous vendre parce qu'elle vous donne envie ou il vous donne envie sur les produits. Donc
C'est une autre façon de faire de la gastronomie, c'est ce qu'on appelle une bistronomie décontractée et décodifiée. Au niveau de la décontraction, ils sont plus évidemment habillés en noir et blanc, ils sont habillés en jean, basket, polo, et on voit même des tatouages, et ce qui ne gêne absolument personne. Heureusement. Deuxième grande tendance, c'est ce qu'on appelle chez Gira une autre Amérique du Sud. Alors il y a une vague de cuisine vénézuélienne et péruvienne. Le Venezuela, c'est quoi en termes de cuisine? Le célèbre arepa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à base de pain de maïs blanc ou jaune, avec différentes garnitures à l'intérieur, un peu à la manière d'un sandwich, c'est rond, vous voyez, mais sandwich un peu ouvert, un peu rond, avec des différentes garnitures, protéinées ou pas d'ailleurs, à consommer tout au long de la journée. Et puis de l'autre côté, on a le Pérou, alors lui qui est très sur le, je pourrais dire sur le ceviche, sur le tartare, sur les pokés. D'ailleurs, le poké n'est absolument pas péruvien ni californien, mais il est hawaïen. Et les pokés, c'est quoi? On coupe en morceaux de poisson. Bref, et à base de riz souvent. Le Venezuela et le Pérou, c'est quand même des axes différents en termes de produits. Il y en a un qui est très poisson, produit de la mer, l'autre qui est street food tout au long de la journée, avec une base de petits sandwichs assez intéressants. Mais c'est très différent de l'Amérique du Sud qu'on connaît, la cuisine brésilienne pour ceux qui connaissent, ou la cuisine argentine. C'est autre chose et on sent cette vague un peu se développer au niveau mondial et même en France. La troisième grande tendance qui marche très fort, et celle-ci elle peut vous étonner parce qu'on dit que les Français mangent de moins en moins de viande, ou que les habitants de cette planète en mangent de moins en moins pour respect la cause animale, parce qu'on mange moins de bœuf, etc. C'est vrai, mais on en mange de moins en moins au domicile, alors qu'en hors domicile, il y a une montée en puissance de la viande de bœuf. Et cette montée en puissance de la viande de bœuf crée une nouvelle génération de steakhouse très haut de gamme, avec des sauces maison, des condiments très choisis, des accompagnements de très haute qualité. Quand vous avez passé votre commande, on vient avec un coffret avec 2 ou 3 couteaux différents. On vous dit, par rapport à la viande que vous avez choisie, est-ce que vous préférez un couteau à dents, un couteau lisse, parce que telle viande supporte mieux tel couteau. Et puis, les cartes, généralement, sont des cartes structurées par provenance géographique. Je m'explique. Vous avez un bloc viande américaine, viande italienne, viande irlandaise, viande argentine, viande française. Et à l'intérieur de ces blocs d'origine géographique, eh ben, on vous propose une entrecôte, une côte de bœuf, un pavé, enfin bref. C'est vraiment les temples de la viande très haut de gamme. Je vous citerai un concept qu'on a repéré chez Gira, que vous pouvez aller voir sur internet, qui illustre bien ce qu'on appelle le steakhouse haut de gamme. C'est District, il se trouve à Vienne en Autriche, et puis évidemment il y a les concepts canadiens. Les concepts canadiens sont plutôt forts dans les steakhouse haut de gamme. Quatrième grande tendance, alors celle-là c'est une vague planétaire, elle se développe à une vitesse grand V, c'est ce qu'on appelle le healthy gourmand. Alors bien évidemment, l'habitant de cette planète a pris conscience qu'il y avait une relation entre son alimentation et sa santé, entre son alimentation et son corps. Ça, c'est un fait. Mais il y a un petit souci dans l'expression healthy gourmand, parce que healthy signifie bon pour ma santé et gourmand signifie qu'il y a du goût. Et j'en discute régulièrement avec des grands chefs pâtissiers ou avec des grands chefs de cuisine, et ils me disent comment est-il possible d'avoir du goût si ce n'est pas sucré, si ce n'est pas salé, si ce n'est pas gras. Et ça y est, on commence à trouver effectivement la possibilité de donner du goût sans surutiliser le gras, surutiliser le sucre, voire même de les remplacer. En tout cas, le healthy gourmand, c'est que c'est la fin du healthy triste. Il fut une époque où le healthy, c'était la punition. Vous vous souvenez tous, je ne sais pas pourquoi je dis vous vous souvenez tous, parce que ça existe encore,
des haricots verts cuits à l'eau. Et après, on s'étonne que les enfants n'aient pas envie de manger de haricots verts. Tant qu'on leur fera des haricots verts cuits à l'eau sans saveur, ils ne mangeront pas de légumes. Donc, il faut donner du goût. Un concept que je pourrais vous citer qui est parfaitement en phase avec cela, c'est Sweet Green. C'est un concept californien. C'est une saladerie, hein. Vous composez vous-même votre salade. On a un concept en France qui est à peu près similaire qui s'appelle Eat Salad. Ce sont des bordelais. Mais ces salades que vous composez vous-même, ou plutôt qu'on vous compose par rapport à ce que vous souhaitez, d'abord, Sweet Green est très engagé localement. Ils font du locavore, des circuits courts, très différents d'ailleurs du locavore. Ils sont très engagés, ils sont 100% évidemment maison. Ils travaillent que des légumes et que des fruits de saison. Et ils expliquent aux consommateurs pourquoi ils n'ont pas de tomates en ce moment, pourquoi ils n'ont pas d'endives, pourquoi ils n'ont pas de fraises. Les calories sont affichées, c'est sain et c'est simple. On sent bien que dans le healthy gourmand, il y a quelque chose qui est derrière, c'est qu'on a affaire à un consommateur qui veut aujourd'hui manger en ayant du sens. Il veut que ce qu'il mange ait du sens. Et c'est pour ça qu'on dit de plus en plus aux restaurateurs, qu'ils soient en France ou ailleurs, engagez-vous sur ce que vous voulez, sur le bio, sur le locavore, sur le circuit court, sur le développement durable, sur la protection animale, sur la protection de vos agriculteurs, mais engagez-vous. Il est aujourd'hui impératif qu'un restaurateur prenne la parole, qu'un restaurateur s'engage. Et d'ailleurs, ce healthy gourmand rejoint de plus en plus la restauration avec service à table, parce que là je vous parlais de Sweet Green ou Eat Salad, qui sont plutôt dans le box de la restauration dite rapide, mais les offres végétariennes et végétaliennes sont de plus en plus présentes dans les cartes de restauration avec service à table, non pas pour les végétariens et les végétaliens qui pèsent très peu sur le territoire français, mais pour les flexitariens qui, eux, pèseraient, c'est pas un chiffre à nous, ce sont les nutritionnistes qui nous ont dit ça, 47% de la population française, et paraît-il qu'on serait 50% au niveau de la population mondiale à être flexitarien. Flexitarien, en 2 secondes, c'est quelqu'un qui a décidé de diminuer sa consommation de bœuf un peu, mais d'en consommer de meilleure qualité, et parallèlement à ça, ce même flexitarien ou cette même flexitarienne a envie de se faire un repas veggie, une journée veggie, voire une semaine veggie. Donc ce sont des flexitariens qui naviguent entre un très très bon morceau de protéines animales, de bœuf en l'occurrence, et une assiette végétarienne. Mais attention, une assiette végétarienne qui a du goût. Voilà ce qu'on appelle le healthy gourmand. C'est vraiment une vague très très importante. Alors 5e tendance, qui est également une tendance très très lourde, c'est ce qu'on appelle chez Gira le pourtour méditerranéen. Ça veut dire quoi le pourtour méditerranéen? La cuisine du pourtour méditerranéen. Alors c'est une cuisine qui tourne entre le Liban, l'Espagne, la Grèce, Israël, Italie, la France évidemment, avec la Provence, la Corse. Vous voyez tout ce pourtour méditerranéen. On peut même descendre d'ailleurs très au sud sur le Maghreb, Tunisie, Maroc. Alors c'est une cuisine qui a vraiment le vent en poupe parce qu'elle est gorgée de soleil et de couleurs. Elle tourne autour de l'huile d'olive, des herbes aromatiques, du poisson, des fruits de mer et des légumes. Vaste programme. Et puis c'est une cuisine, si elle est très aimée dans le monde entier et évidemment en France, c'est que c'est une cuisine par définition qui est une cuisine de partage. Alors vous savez très bien que les Espagnols ont les tapas, les Libanais ont le mezzé, les Italiens ont les antipasti, je ne vais pas tous vous les citer, mais on est vraiment sur une cuisine de partage, une cuisine conviviale, une cuisine presque festive, en tout cas une cuisine qui a du goût. 6e grande tendance qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire précédemment, c'est ce qu'on appelle l'Asie élargie. Alors qu'est-ce que l'Asie élargie? Alors historiquement on connaît la cuisine chinoise, plus récemment la cuisine japonaise, mais il y a une autre Asie qui est arrivée. Je fais référence à la cuisine thaï et à la cuisine coréenne. Dans la cuisine thaï, il y a le célèbre pad thaï que vous connaissez très certainement, nouilles de riz au wok, aux crevettes, au tofu, poulet ou même végétarien. Et la Corée du Sud évidemment,
très nature, souvent fermentés, légumes, plantes sauvages, soja, choux, très écologique et très spirituel. Ça aussi c'est un gros programme, la Corée. Vous remarquerez que la cuisine thaï et la cuisine coréenne, comme d'ailleurs quelques-unes que j'ai dit précédemment d'ailleurs, sont souvent rondes en termes de contenant. Et le contenu est très varié et coloré. Et vous savez aussi que lorsqu'un contenant est rond, souvent de couleur, dépareillé ou pas d'ailleurs, avec un contenu plutôt varié et plutôt coloré, et bien ça devient tout de suite instagrammable. Et tout ce qui est instagrammable dans la restauration, c'est une force de communication incroyable, parce que s'il y a vraiment un réseau social qui est très adapté à ces plats tendances, à ces cuisines tendances, c'est vraiment Instagram. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Alors, il y a évidemment Pitaya qui fait de la cuisine thaï en restauration rapide, mais il y a des restaurants avec service à table. Mais dans la catégorie aussi Asie élargie, je mettrais aussi l'Asie moderne, l'Asie revisitée. Et je pense à un concept que je vous encourage à aller voir pour bien comprendre ce qu'est l'Asie modernisée, c'est Misco. Il est à Paris, avenue Georges V. Ça a été monté en collaboration avec Philippe Stark, c'est l'équipe de Paradis du Fruit qui a monté Misco. Je ne sais pas comment décrire Misco parce qu'on est en Asie, mais pas que. On a un bar de 26 mètres de long d'ailleurs, très impressionnant. Il y a des méga fresques. On est très cocktail, on est très expérience, on est très musique. Oui, il y a un mélange et une modernité dans l'Asie qui est très très intéressante. Donc l'Asie, oui, une Asie élargie, une Asie contemporaine. La 7e tendance, alors celle-ci, c'est pareil, hein, c'est une vague mondiale qui n'a pas fini d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle chez Gira le gigantisme. Ces fameux lieux de vie alimentaires. Je pense notamment à ce qu'on appelle des food halls, des food courts ou des halles alimentaires. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment il faut les appeler. Ce sont des immenses surfaces pour les plus petites, 2500 mètres carrés. Je pense aux Italie dans le Marais. Je suis très étonné d'ailleurs que Italie est ouvert dans Paris sur une aussi petite surface parce que Italie, alors Italie c'est E-A-T-A-L-Y pour ceux qui ne connaissent pas, a besoin vraiment de plus de mètres carrés pour s'exprimer et je fais référence au Italie qui se trouve à Rome. Donc ce sont des surfaces entre 2000 et 20 000 mètres carrés. Et je vais vous dire dans une minute qui fait 20 000 mètres carrés. Mais je voudrais aussi vous donner des exemples qui vont vous montrer ce qu'on appelle le gigantisme. Alors vous avez à Barcelone un concept qui s'appelle El Nacional. Alors il est en sous-sol, par léger sous-sol. Et c'est un établissement dans lequel vous rentrez, vous avez 15 ou 20 stands dans tous les sens. Mais ce n'est pas un food court, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme un marché, mais ce n'est pas un marché. C'est comme un food court, mais ce n'est pas un food court. C'est un endroit où vous vous baladez, puis à droite, à gauche, vous avez des kiosques, des stands, des restaurants où vous pouvez vous asseoir, où vous pouvez boire un verre, vous pouvez papoter avec quelqu'un sans manger ni boire. Il n'y a pas de place au milieu comme un food court, c'est chacun à ses places assises. Et puis, il est possible de manger partout, d'emporter partout, voire même avoir des cours de cuisine d'ailleurs au fond à droite. Le fameux Time Out Market de Lisbonne, 26 stands, c'est l'un des plus célèbres food courts dans le monde. 26 stands qui font 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est colossal, dans un emplacement qui n'est pas particulièrement bon dans Lisbonne, ce qui veut dire que le gigantisme, un lieu de vie alimentaire peut devenir un lieu de destination dans une ville sur un emplacement qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Alors le Italie de Rome, c'est celui que je faisais référence tout à l'heure, qui se trouve à
il me semble, 50 km de Rome, dans la Pampa, je vous assure, on roule, on se demande si on ne s'est pas trompé. On est dans les champs, puis tout d'un coup, il y a un énorme truc là en plein milieu qui s'appelle Italie. Il fait 19 000 m² sur 2 niveaux. Vous avez 28 ou 30 restaurants, mais c'est également du retail. Donc c'est un mélange retail-restauration, évidemment positionné sur l'Italie. Alors vous avez aussi dans la même catégorie, je vous conseille d'aller le voir sur internet ou physiquement si vous pouvez, c'est le Carmel Market à Tel Aviv. Alors ça c'est un food court gigantesque, très impressionnant. En fait, ils ne font pas de la cuisine israélienne à Tel Aviv au Carmel Market, c'est un tour du monde culinaire. C'est-à-dire le monde entier est au Carmel Market. Vous pouvez goûter et manger toutes les cuisines du monde. Il y a Camden, le célèbre Camden à Londres, bien évidemment. Alors c'est un lieu très décalé, quasiment même déjanté, avec une cuisine évidemment très décalée également. Je citerai aussi à Barcelone la Boqueria. Alors ça c'est vraiment un classique du food court, qui n'est pas vraiment un food court d'ailleurs, qui est un marché. Je crois que c'est ça la Boqueria, c'est plutôt un marché dans lequel vous pouvez manger à chaque stand. Et puis manger, comment je pourrais dire, non pas automatiquement assis confortablement, mais plutôt en street food, plutôt en continuant, en faisant vos courses dans le marché. Et vous pouvez goûter à tout, vous pouvez manger tout, vous pouvez emporter tout, vous pouvez faire vos courses. Bref, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dans la même catégorie, revenons en France, vous avez les Halles Bacalan à Bordeaux, un très très beau concept qui est un peu similaire d'ailleurs à Camden, mais aussi au Carmel Market, en beaucoup plus petit bien évidemment. La particularité de tous ces lieux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'origine les food courts existent aux États-Unis, au Canada et en Asie depuis une quarantaine d'années. Mais au départ, le food court, c'était plein de places assises au milieu et tout autour des stands qui sont tenus par des chaînes de restaurants. C'est ça l'origine du food court. Et ça a été transformé récemment, ça a à peine 10 ans, par plein de places assises au milieu. Et tout autour, ce ne sont pas des chaînes de restaurants, ce sont des artisans, des éleveurs, des maraîchers, des glaciers. Bref, ce sont des fabricants, des artisans qui amènent au plus grand nombre la qualité de leurs produits. On est vraiment sur ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette dans un lieu de vie alimentaire ou dans un food hall ou dans un food court, comme on l'appelle. Passons à la 8e tendance. Alors, 8e tendance, c'est une tendance de mode de distribution. On a affaire à des consommateurs partout dans le monde et particulièrement en Europe et je dirais beaucoup en France qui ont des doutes sur une loi qui a été votée en France en 2014 qui est la loi du fait maison. Ils ont des doutes sur le fait maison. Ayant des doutes sur le fait maison, ils souhaitent aujourd'hui du minute personnalisable, du minute customisable, du minute sur mesure. Appelons-le comme on veut, mais ça veut dire quoi? Le minute, c'est le fait pour moi au moment de la commande. Il y a beaucoup de restauration rapide, vous le savez, et même de restauration avec service à table, où ce que je commande n'est pas fait à la minute, rien que pour moi. Et c'est pour ça que le consommateur aujourd'hui est prêt à attendre un peu plus, parce que il est minute et parce que alors évidemment il peut être fait sous ses yeux, c'est encore mieux, les cuisines ouvertes, mais il souhaite aujourd'hui intervenir dans la finition de son plat. C'est le client qui décide de quelle manière on lui finit son plat, non pas au niveau des accompagnements, ça existe depuis longtemps, mais au niveau de la finition de son plat. Et je voudrais vous faire une analogie pour bien comprendre ce qu'on appelle le minute personnalisable. Quand Starbucks vous délivre un café, vous avez la possibilité d'aller sur une console sur votre gauche ou sur votre droite où vous rajoutez de la vanille, de la cannelle, du chocolat en poudre ou ce que vous voulez, ou pas d'ailleurs, puisque c'est vous qui décidez de finir votre boisson gourmande. Et bien c'est exactement pareil dans la restauration, il faut qu'on arrive à donner la main au consommateur pour finir son plat, pour finir son entrée, pour finir son dessert, pour finir son sandwich, sa salade. Bref, il y a aujourd'hui, alors d'abord, tous les produits ne se prêtent pas aux sur-mesures. Il y a des produits où on ne peut pas demander l'intervention au client. Prenons un exemple, la blanquette de veau, le petit salé en lentilles, le pot-au-feu. On ne peut pas demander à un client d'intervenir sur la finition
de ce plat, y compris sur les plats iconiques internationaux, je pense au couscous, à la paella ou la choucroute. En revanche, vous voyez des acteurs sur le burger qui vous proposent, qui ne vous proposent pas justement de recettes et qui vous proposent de créer vous-même votre burger. Je pense à Five Guys, qui est le premier concept à donner la main au consommateur en disant tu as une base, maintenant tu choisis ce que tu veux à mettre dans ton burger. Il n'a pas de recette, il vous propose de composer vous-même votre burger et il le fait minutes sous vos yeux puisque chez Five Guys, les cuisines sont totalement ouvertes. C'est possible également sur la pizza. Il y a un concept qui nous a beaucoup impressionné, qui est en Californie. Pour l'instant, il ne sort pas de Californie. C'est 800 degrés. 800 degrés vous propose, dès que vous rentrez chez eux, de choisir vous-même la taille de votre pizza. Alors, il n'a pas 3 tailles. C'est-à-dire qu'il a un encerclement qui grossit et qui rétrécit et il vous dit « dis-moi stop ». Ça veut dire que c'est vous qui choisissez vraiment votre taille. 2, il vous demande de choisir votre pâte. Pâte épaisse, pâte fine à l'italienne, pâte épaisse à l'américaine. Et puis après, tous les ingrédients. Autrement dit, de A à Z, c'est vous qui décidez de votre pizza. Le bagel, c'est exactement pareil. On a des acteurs en France comme Bagel Corner, Bagelstein, qui vous donnent la possibilité de décider vous-même ce qu'il y a dans le bagel. Alors évidemment, ils ont des recettes, parce qu'ils vous proposent des recettes, et puis il y a une ligne où ils vous disent faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans le burger. Le minute sur mesure, et on s'aperçoit que des géants comme McDonald's au niveau mondial, non, pas au niveau mondial, je dis des bêtises, parce que c'est la France qui est précurseur, a lancé pour la première fois la décomposition du burger sur la borne, où ils vous demandent, sur la borne, dans quelques McDo tests en France, est-ce que vous voulez double fromage, tu m'enlèves le steak, tu me rajoutes des tomates, etc. Bref, c'est vous qui intervenez sur votre burger. Et aux États-Unis, ils ont même été plus loin, vous pouvez choisir votre pain. Et je le répète, je vous l'ai dit au début, le minute customisable, le consommateur va l'attendre plus longtemps, obligatoirement, et il est prêt à l'attendre à partir du moment où il intervient et c'est son propre burger qu'il a demandé. Ça, c'est très intéressant, le minute personnalisable. 9e et avant-dernière tendance, c'est ce qu'on appelle la vente au comptoir, ex-restauration rapide, ok, qu'on appelle maintenant vente au comptoir chez Zira, mais vente au comptoir haut de gamme. Alors, c'est quoi la vente au comptoir haut de gamme? Ce n'est pas de la junk food, ce n'est pas du fast-food malbouffe, ce n'est même pas du fast-food point, parce que dans l'expression fast-food, il y a une notion de rapidité qu'il n'y a pas dans la vente au comptoir haut de gamme. Il y a la rapidité de la distribution, mais il n'y a pas la rapidité de la consommation. Bref, c'est une vente au comptoir, c'est une vente distribuée rapidement, on va dire ça comme ça, souvent avec des libres services où on choisit, on va à la caisse, et c'est souvent des produits qu'on vous réchauffe, et c'est souvent des produits dont on vous dit « allez vous asseoir, on vous l'amènera ». Alors certains utilisent des buzzers, vous savez, les trucs qui font du bruit ou qui font de la lumière, ou qui vibrent, et on vous dit quand ça fera ça, revenez chercher votre produit. Mais la plupart du temps, on vous l'amène à table. Alors je vais vous citer quelques exemples de vente au comptoir haut de gamme qui font des très gros cartons parce que enfin on peut manger de la haute qualité dans la restauration dite rapide. Je pense à l'Épi Malin qui se trouve rue du Pin à Paris. Malheureusement, l'Épi Malin a fermé, non pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que notre ami François Pasteau a décidé de faire autre chose que de la restauration. Il est parti en province, bref, il a vendu ses 2 affaires. Et l'Épi Malin a été switché dans autre chose. Mais l'Épi Malin, c'était quoi? C'était de la restauration rapide qui sortait des cuisines de François Pasteau. Je pense à Deli Pic, la restauration dite rapide du groupe Anne-Sophie Pic, où toutes les verrines sont fabriquées dans un laboratoire qui est piloté par Anne-Sophie Pic. Autrement dit, c'est elle qui maîtrise la fabrication de ces verrines, qu'on peut appeler aussi des bocaux. Mais je pense, si on remonte dans le temps, à Cosnavera, je ne sais pas si vous avez connu ce concept, au bord du lac d'Annecy, concept qui a été monté par Marc Vera, mais il y a très très longtemps, je pense qu'il a dû monter ça il y a une bonne quinzaine d'années.
où c'est lui qui a inventé d'ailleurs de mettre des petites entrées, des petits plats et des petits desserts dans des bocaux, B-O-C-A-U-X. Et il a créé Cosna Vera sur le lac d'Annecy, mais je pense qu'il y a facilement plus de 15 ans. Je pense aussi à ce qui n'a strictement rien à voir, vous allez me dire, mais ça a à voir quand même dans la vente au comptoir haut de gamme, à, paraît-il, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit aux États-Unis, la chaîne In and Out, qui est une chaîne de burgers, ouais, restauration rapide à base de burgers, qui ne sort pas de la Californie. Alors, ils ont une unité, je crois, en Arizona, mais ils ne sortent pas de la Californie. Et il y a 3-4 ans, je les avais rencontrés et j'avais effectivement goûté leur burger qui est de très très haut niveau. C'est vrai, il faut quand même l'avouer. Comme par hasard, une carte hyper courte, ils ont 3 burgers. Ils ont 2 frites et c'est tout. 3 burgers, 2 frites. C'est une carte hyper courte. Ici, je crois qu'ils ont 2 desserts. Alors, quelle est la particularité de In and Out? C'est que quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, mais avec un tel produit, mais venez en Europe, venez en France. Et ils m'ont regardé en souriant, ils m'ont dit, non, non, on ne viendra pas en France. Je ne sais pas si vous savez, mais on n'a même pas été à New York, on n'a pas été en Floride. Alors vous pensez bien que l'Europe, on n'y ira pas. Mais je dis, je ne comprends pas pourquoi vous ne venez pas. Il dit, parce que nous sommes très engagés, nous sommes locavores, nous sommes circuit court, nous sommes bio. Alors il m'a sorti toute la... C'est incroyable. C'est la première fois que je voyais un burger aussi engagé et un burger d'une qualité extraordinaire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on a regardé les chiffres d'affaires des In and Out en Californie. Ils font juste 2,5 fois le chiffre d'affaires d'un McDonald's aux États-Unis. Donc il y a un truc. Bah, le truc, c'est que ouais, quand vous mangez un burger chez In and Out, bah, vous dites waouh, waouh effect. Je pense également à Malibu Farm, pardon. C'est à Malibu dans la grande périphérie de Los Angeles. C'est frais, c'est bio et c'est local. Et évidemment, c'est très très bon. C'est fait par des chefs, c'est piloté par des maraîchers, par des éleveurs, etc. Enfin bref, c'est le très très haut niveau de qualité mis à la disposition, encore une fois, de la restauration dite rapide. C'est pas du service à table. Je pense aussi, revenons en France, à Grillé, Hugo Desnoyers, qui a vu que le kebab faisait un carton. Bah, il a monté un kebab avec un super pain, avec une super viande, une super sauce et des super frites. C'est tout bête, hein, mais quand vous commencez à travailler des produits de masse avec des ingrédients de très haute qualité, bah, ça fait un kebab de très haute qualité. Alors c'est vrai que un kebab dans Paris, ça vaut 4, 5, 6, pas plutôt 5, 6, 7 euros. Chez lui, ça vaut 18. Donc là, on ne parle pas de la même chose. On joue dans une autre catégorie. Ça me fait penser aussi à Éric Fréchon. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne parle pas d'Éric Fréchon, je pense que vous le connaissez. Un concept qu'il a monté à la gare Saint-Lazare qui s'appelle Lazare. Il vend un jambon beurre à tomber par terre, je vous assure, c'est vraiment à tomber par terre. Il a été chercher un super pain, un super jambon, un super beurre, et il vend ça 8,50 €. Alors on peut se dire comme ça, c'est de la folie, mais qui peut se payer un sandwich à 8,50 €? Eh ben, il y a plein de gens qui se payent ça. Je ne sais pas les volumes qu'il fait, mais il en fait un maximum. Et c'est vrai que quand vous mangez un sandwich comme ça, vous dites ça va être compliqué de manger mieux, ça va être compliqué de manger autre chose. Et puis, je pense aussi à un concept monté par Thierry Marx qui s'appelle Marxito. C'est bio, c'est sain. Ce sont des... je ne sais pas comment appeler ça. C'est une sorte de pancake bio à base de sarrasin. Il va chercher tous ces ingrédients qu'il met dans ce... On a l'impression que c'est un burger là, de loin, parce qu'il y a deux morceaux de pancake comme ça dans lesquels il met des ingrédients au milieu. Exclusivement des ingrédients de petits producteurs français. Donc ça donne des produits de très très haute qualité, vendus bien évidemment à des prix beaucoup plus élevés que la restauration rapide telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, la fast-food malbouffe et la junk food. Et enfin, la dernière tendance, la 10e, c'est ce qu'on appelle chez Gira les concepts fusion. Alors c'est quoi concrètement un concept fusion? Il ne vous a pas échappé que depuis quelques années, c'est assez récent, hein, et on n'en voit pas d'ailleurs à l'international, c'est les Français qui ont inventé ça. C'est la fusion entre un commerce de bouche et de la restauration. On a vu arriver
une poissonnerie restaurant ou un restaurant poissonnerie comme vous voulez. Je pense à la Reine-Mère à Paris. C'est quoi une poissonnerie restaurant? C'est une poissonnerie, il y a vraiment un banc. Et en fin de compte, quand vous êtes dans le resto, vous le voulez et vous choisissez votre poisson et il va vous le vider, vous le cuire, vous le griller comme vous voulez, ou le faire, bref. Tout est fait en direct live et c'est très rassurant pour le consommateur de manger extrêmement près d'un spécialiste du poisson et d'avoir du poisson dans son assiette. On a vu aussi une fromagerie restaurant, je pense à Bleu. Vous rentrez dans une fromagerie, un peu plus loin, vous avez des tables et des chaises et vous comprenez, vous pouvez manger là. Alors évidemment, toute la carte est à base de fromage. On a vu aussi des boucheries-restaurants, je pense notamment à l'excellent concept Persillé. Vous êtes dans une boucherie, vous êtes dans un resto et à la limite, on ne sait plus trop si on est dans une boucherie ou dans un resto. Et le consommateur adore ça. Mais ce n'est pas toujours que des métiers de bouche attenant à un restaurant ou un restaurant attenant à un métier de bouche, c'est aussi ce qu'on appelle aussi des 3 ou 4 en 1. Ça veut dire quoi concrètement? Je pense à un très beau concept que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle Boulhomme, nom un peu bizarre. Boulhomme, ça signifie très exactement boulangerie où l'on peut manger. Alors vous allez me dire, quel rapport avec tout ce que vous racontez? Le rapport, c'est que quand vous êtes devant Boulhomme, vous êtes en façade devant une boulangerie. Vous rentrez dans une boulangerie, il y a du pain, etc. Mais si vous allez au fond de la boulangerie, là vous avez le concept de restauration avec un buffet. Et puis un peu plus loin, un gars et des filles qui sont en train de griller des morceaux de viande. Et puis un peu plus loin, vous avez quelqu'un qui vous snack des... Enfin bref, c'est un endroit un peu comme les lieux de vie dont je parlais tout à l'heure. On peut manger de différentes manières, on peut manger différents produits. Et il y a aussi un 3 en 1 qui a été monté d'ailleurs par le même gars que Boulhomme, et je pense à Anosté. Anosté est un établissement de niveau. Au premier étage, vous avez un restaurant gastro qui est plutôt positionné sur les produits basques. C'est un basque, hein, le propriétaire des lieux. Et au rez-de-chaussée, vous avez un bar à tapas, et puis tout au fond, vous avez un food truck qui vous fait des sandwichs à base évidemment de jambon, de fromage basque, etc. Et puis il y avait un concept dans le 15e arrondissement de Paris qui s'appelait, je dis qu'il s'appelait parce qu'il a disparu et je ne comprends pas pourquoi par contre. Autant l'épi malin, j'ai compris pourquoi, mais celui-là je ne comprends pas. C'est l'excellent concept qui s'appelait Quindici. Ça veut dire 15 en italien. Et quand vous rentriez chez Quindici, vous aviez un bar restauration rapide sur votre droite. Sur votre gauche, vous aviez de la vente au comptoir avec les antipasti, vous aviez envie de tout acheter. Vous continuez un peu plus loin, vous rentrez dans une épicerie fine italienne et vous rentrez un peu plus loin, vous rentrez dans la pizzeria et le restaurant italien. Bref, c'est ce que j'appelle un 4 en 1. Voilà. J'ai fait le tour de ces 10 grandes tendances. J'espère qu'elles vous auront inspiré si vous avez des projets, si vous réfléchissez à des modifications de concepts. En tout cas, si vous voulez plus d'éléments ou si vous voulez en parler, n'hésitez pas, contactez-moi, c'est assez facile de me contacter, je réponds très facilement et on peut en parler. Le prochain live, c'est quoi le thème? Alors déjà la date est fixée, je crois que c'est le 23 juillet, mais on vous préviendra sur les réseaux sociaux. Et c'est un thème très particulier le 23 juillet. C'est quoi? On va traiter de la fin du repas. La fin du repas, c'est quoi? C'est les boissons chaudes, thé, café, mais aussi tout ce qui est sucré. Et la fin du repas est quelque chose de très important en France, dans les pays latins particulièrement, parce qu'on est plus sucré que salé. Les anglo-saxons sont plutôt entrée-plat, nous sommes plutôt plat-dessert. Bref, on est plutôt fin de repas. Et cette fin de repas, il est important qu'on la travaille de plus en plus, je le répète, et avec les boissons chaudes et avec les desserts. Parce qu'on parle de sucré, on parle de dessert, café gourmand bien entendu, mais pas que. Il faut aujourd'hui repenser sa gamme de desserts, sa façon de vendre des desserts et les desserts eux-mêmes. Et là, je reviens au healthy gourmand dont on parlait tout à l'heure. Voilà, eh bien j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention pendant cette demi-heure.
Ce live sera évidemment en replay, vous pourrez le revoir, vous pourrez le passer à vos copains, à vos amis. Et nous, on se retrouve très très bientôt, au mois de juillet, pour un nouveau live. Je vous souhaite une très bonne continuation, bonne soirée, salut!